Bonjour tout le monde. Je suis en train d'admettre tout le monde dans la salle d'attente, là. Ça va me prendre quelques secondes. Ça sera pas trop long, j'admets tout le monde, là, pour ceux qui viennent d'arriver. Euh, Il y en a qui partent, il y en a qui reviennent, on ne sait pas trop. Parce que j'ai activé la salle d'attente, c'est une des raisons pour valider votre présence. Puis aussi, ça me permet c'est une question de sécurité qui a été recommandée par Zoom, en fait. Parce qu'ils ont eu des problèmes avec la sécurité sur Zoom. Donc, une des choses, c'était d'activer la salle d'attente. Fait que si vous rentrez puis vous vous déconnectez à chaque fois, je dois vous réadmettre à chaque fois. Fait que, fait que on va juste essayer de ne pas jouer à trop connecter, parce que si je parle, ça se peut que je ne vois pas la salle d'attente qui s'active. Fait que si je ne vois pas la salle d'attente qui s'active, ben à ce moment-là, je pourrais oublier de vous, pas oublier, mais pas penser à vous faire rentrer, en fait. C'est pas que je voudrais pas, c'est que des fois, on ne le voit pas toujours. J'ai pas vu Louane passer. Est-ce que vous avez vu Louane, vous autres, dans votre gang? Ah, la voilà.
Émilie, je ne l'ai pas vu passer non plus. Bon, 27 participants. Je pense que la Justine, es-tu là? Oui. Émilie, est-ce qu'elle est là? Émilie Coulombe. Je pense que non, hein? OK. Donc, il manque Émilie, puis je pense pas mal ça, hein? OK, super. Et déjà, est-ce que tout le monde m'entend bien? Vous pouvez faire un petit pouce en l'air. Super. Je vais juste essayer de m'organiser, de voir tout le monde. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que, super, je vais commencer par valider certaines choses avec vous parce que j'ai mis sur le site de Léa les informations pour l'examen pratique. Puis je voulais être sûre que vous pouviez selon la plage horaire de l'examen. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'en ai qui m'ont déjà répondu. Comme Erika, est-ce que tu peux à 10 h le mercredi 6 mai pour une rencontre Zoom? Fais un pouce si tu peux. Oui, il n'y a pas de problème. Excuse. OK, c'est bon. Ensuite, Louane, est-ce que tu peux à 10h10? T'es où, Louane? Je te vois pas. Tu peux répondre par la voix, là. Attends, j'ai 2 pages. Je sais pas si tu m'entends. Oui, là, je te vois. OK, mais oui, je peux. OK, excellent. Anne-Marie. C'est bon. Marc, toi, tu m'avais déjà répondu, tu pouvais. Alexandrine. Alexandrine, t'es sur l'autre page? Oui, est-ce que tu peux, Alexandrine, toi, à 10h40, mercredi le 6 mai, pour l'examen pratique sur Zoom? À 10h40? Oui. Bon. OK, super. Alison, toi, tu m'avais déjà répondu, 10h50, c'est bon pour toi? Alison Blanchette, en fait. Sabrina Chouinard, est-ce que 11h te convient? Oui, il n'y a pas de problème. Excellent. Marc-Antoine Côté, 11h10, est-ce que ça te convient? Excellent. Émilie Coulombe, elle n'est pas là, hein? Je la vois pas, hein? Si elle est là, fais-toi avoir par la voix, là, mais non, je pense que non. Laurie, est-ce que 11h30 te convient? Laurie, je te vois pas. Tu es sur quelle page? Peut-être parler par l'audio, Laurie, si tu peux. Laurie, est-ce qu'elle est présente? OK, attends, je vais juste admettre. Ah, elle était repartie, je ne sais pas pourquoi. OK. OK, on va y revenir. Laurie? Oui, ça fonctionne. OK, c'est bon. Hey, je voulais valider avec toi. Est-ce que c'est possible 11h30 pour ton examen pratique le 6 mai? Oui, oui. Fanny, 11h40, est-ce que c'est possible pour toi? Fanny, oui, excellent. Daphné Gélina, est-ce que midi. Justine Gariepi, tu m'avais répondu 11h50, ça t'allait? Maintenant, Daphné Gélina, est-ce que midi 20, ça te convient? Daphné Gélina, est-ce que tu es présente, Daphné Gélina, ou fais-toi entendre par la voix, s'il te plaît? Je vois ton nom, mais sinon, fais un pouce en l'air pour que je le sache. Est-ce que tu es correct pour midi 20? Elle dit oui, elle est dans le chat. OK, elle dit oui dans le chat. OK, c'est bon. Est-ce que j'ai comme 20 quelques noms à regarder plus le chat? Marc-Ange Guerre, est-ce que tu es disponible, toi, pour midi 30? Oui. Excellent. Marie-Pierre Isabelle, midi 40. Quelle journée, j'ai pas bien compris. Ça va être le mercredi 6 mai. Ah oui, il n'y a pas de problème. Je vais m'arranger. C'est bon. OK, midi 30. Hein? Qu'est-ce que tu as dit? Excuse, c'était à midi 40. Je l'ai mis sur Léa, la feuille. OK, parfait, merci. Hervé Joubert, midi 50. Est-ce que c'est correct pour toi, Hervé? Tu peux activer ton micro ou faire un pouce.
Oui, c'est bon. Oui, OK, c'est bon, je l'ai vu dans le chat. Marianne, toi, tu m'avais répondu que c'était correct 13 heures. Charles Lacatte, 13h10, est-ce que ça te convient? Charles, est-ce que ça te convient? Je te vois pas ou écris-le dans le chat. Charles, C'est correct, je pense. Charles, oui, OK, c'est bon. Juliane Lahaye? Est-ce que c'est correct pour toi à 13 heures? Juliane? Excellent. Ariane Lavoie, est-ce que c'est correct à 13h20? Oui, c'est correct. Excellent. Vincent, est-ce que c'est correct à 13h30? C'est correct. Jessica Morin, est-ce que c'est correct à 13h40? Oui, c'est correct. Marie-Lie, toi, tu m'avais déjà répondu que c'était OK à 13h50. Alexis Parent, est-ce que c'est correct à 14h? Oui. Marie-Soleil, est-ce que c'est correct à 14h10? Marie-Soleil, tu peux l'écrire dans le chat si je ne te vois pas. Es-tu là? Ah, attends, il y en a qui sont... je vois juste ça. Marie-Soleil, est-ce que c'est correct pour toi à 13h? Es-tu là, Marie-Soleil, 14h10? Il a écrit dans le chat que c'était correct. OK, c'est bon, merci. Ariane Robin, tu m'avais dit que 14h20, c'était correct. Patrice Ruel, 14h30, est-ce que ça te va? Excellent. Alison Trottier-Thibault, est-ce que ça te va 14h40? Oui. Excellent, super. Donc, merci, j'ai pu valider. Ça, c'était comme important pour moi de valider tout ça. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que dans un premier temps, je vais peut-être revenir sur les... Parce que c'est notre dernier cours en théorie ensemble, ben même pas juste en théorie, là, c'est notre dernier cours ensemble. Parce qu'à partir de la semaine prochaine, c'est l'examen pratique. Puis, à partir de l'autre semaine, c'est l'examen théorique final. Donc, les 2 prochains examens, c'est des examens théoriques et finaux. Pour nous, pour le cours, information qui est quand même importante parce que j'ai eu des questions, parce que là, j'ai vu, il y en avait en fait qui sont retrouvés à se poser la question, est-ce qu'on a un incomplet en gériatrie? Parce que là, les examens pratiques ne se feront pas sur le terrain, parce que je pense qu'il y a certains cours que vous allez avoir des incomplets puis des reprises à l'automne, mais ça ne sera pas le cas de la gériatrie. En fait, vous allez avoir une note. Puis vous allez avoir, parce que nous, en gériatrie, c'est plus des tests fonctionnels globales. C'est pas des histoires de palpation que je dois valider le positionnement de votre main. C'est facile par Zoom, par vidéo, de voir comment vous positionnez, comment vous êtes capable de faire les choses, parce que c'est une approche qui est plus globale, la gériatrie. Puis vous êtes chanceux parce que dans la façon qu'on avait fait notre plan de cours, ça a donné comme ça, vous êtes vraiment chanceux. C'est que moi, j'avais fait tous les tests qu'on devait voir en pratique, on les a tous faits ensemble. Puis on était rendu à la section CHSLD, en fait, qui était plus de pratiquer. La seule chose qu'on n'avait pas faite ensemble, c'était les classes d'exercice, d'où le devoir que je vous ai donné à faire de bâtir une classe d'exercice. Donc, c'est la seule chose qu'on n'avait pas fait ensemble. Donc, dans les faits, on avait tout fait, les tests cliniques qui peuvent être demandés à l'examen, on les avait pratiqués en labo ensemble. Donc, tout ce qui peut être demandé à l'examen pratique, on le fait déjà ensemble. Donc, ça fait en sorte que vous autres, vous allez pouvoir avoir un examen pratique, que ce soit par vidéo, par Zoom, parce que, comme je dis, c'est pas de la palpation que j'ai à valider. C'est vraiment des positionnements par rapport à la personne âgée. C'est les questions de sécurité. Quand on parle de gériatrie, on parle toujours, mais toujours de chute, en fait. C'est vraiment ça qui est important, c'est la prévention des chutes, qui est un gros aspect, puis qui est la sécurité de la personne âgée, le reconditionnement. C'est beaucoup une approche axée sur les exercices. Donc, c'est pour cette raison-là que c'est quand même facile à évaluer à distance. Puis que pour cette raison-là, vous n'aurez pas un incomplet en gériatrie et que ça reste un cours à double standard. Pour rappeler c'est quoi un cours à double standard, ce que c'est que, dans le fond, si vous échouez votre théorie, même si vous avez 100% en pratique, vous échouez le cours. OK? Donc, si vous échouez votre examen de pratique, mais que vous avez 100% en théorie, vous échouez le cours. Donc, il faut réussir les deux. C'est-à-dire que là, il vous reste, là, vous avez dit, à date, ça va très bien pour tout le monde dans le cours. Là. Il n'y a personne qui est en situation d'échec dans le cours. Là, ça va très, très bien. Mais à date, en pratique, vous avez un 10% de ramassé, puis il reste un 30% à ramasser. Advenant que vous échouez le 30%,
à ce moment-là, vous pouvez vous retrouver en échec dans le cours. Ce que le gouvernement a annoncé, c'est que la cotère ne comptait pas, possiblement, ou c'était la meilleure, en tout cas, peu importe, mais vous pouvez quand même avoir des échecs. OK? Donc, ça va être important d'être prêt pour votre examen pratique puis de bien le faire. Même chose pour l'examen théorique, il reste encore 30 parce que si vous échouez votre examen théorique, vous pouvez échouer la section théorique de la session. Donc, c'est pour ça que c'est important au niveau de la suite des examens en gériatrie, si vous ne voulez pas avoir d'échecs. Mais je ne suis pas inquiète pour vous parce qu'à date, ça va tout super bien. Les choses que j'ai de la difficulté en ce moment, c'est qu'il y en a plusieurs qui ne remettent pas leurs travaux, qui les remettent à la dernière minute et en retard. Donc ça, je comprends que c'est plus difficile de s'organiser. Je comprends qu'à domicile, c'est plus difficile de se motiver aussi. On est tous dans la même situation, là. Pour cette raison-là, j'ai décidé d'être plus sévère au niveau de l'examen pratique que ce que j'avais prévu faire. C'est dommage parce que j'avais prévu vous donner plus de temps pour remettre la grille de l'examen pratique final, mais pour cette raison-là, je vais devoir être plus sévère, étant donné du manque de discipline de plusieurs d'entre vous, puis que de la non-remise des travaux, de certains devoirs. C'est dommage parce que c'est toujours ceux qui font pas les choses à temps qui pénalisent les autres. Donc, je vais vous expliquer comment je vais fonctionner pour l'examen pratique. Je vais quand même vous donner 24 heures pour l'histoire de cas. OK? Donc, vous allez avoir votre examen sur Léa de l'histoire de cas pratique qui va apparaître. Vous allez pouvoir la lire. Je vais vous en montrer une histoire de cas formative tantôt, donc vous allez voir de quoi ça va avoir l'air. Dans l'examen, premier examen pratique, ce que j'avais fait, c'est que je vous avais quand même donné la chance de savoir c'est quoi l'item que je vous demandais puis de le préparer. Je vous avais donné une semaine. Une semaine pour rédiger un SOPI qui prend 5 minutes. Il y en a qui me l'ont remis à la dernière minute quand même. Fait que je ne vous donne plus une semaine pour rédiger le SOPI puis répondre aux questions. Vous avez 1 heure suivant l'heure de votre examen. OK? C'est-à-dire que, puis moi, je vois l'heure à laquelle ça apparaît. Donc, si votre examen est à 10 heures, vous avez jusqu'à 11 heures pour me remettre le SOPI et la réponse aux questions. Si je vois qu'il est 11h01 et que vous ne me l'avez pas remis, je vous mets 0 pour cette section-là. Vous n'avez pas de pourcentage par remise. Donc, c'est-à-dire que je vais faire comme si vous n'aviez pas répondu aux questions. C'est un examen de finale. Il n'y a pas de niaisage là-dedans. Là. Donc, organisez-vous pour que la techno marche. Parce que là, il y a un 10 minutes qui va être fait avec moi Zoom, que là, vous allez me démontrer une modalité d'évaluation que c'est moi qui vais choisir. OK? Donc, je vais vous dire, vous allez avoir l'histoire de cas. Puis je vais vous dire, bon, ce que je veux que vous me démontriez, c'est par exemple l'item 3 du best test. OK? Donc, à ce moment-là, vous avez le droit d'avoir devant vous toutes vos grilles, toutes vos normes, toutes vos affaires. Même, il faut que vous les ayez. Donc, je veux que vous ayez toutes vos grilles de tests d'examen, d'équilibre. Vous avez le droit à toute votre documentation, par exemple. Ça, je vous le permets. Vous pouvez l'avoir devant vous. Donc, si je vous dis je veux l'item 4, vous n'avez pas besoin de savoir c'est quoi par cœur l'item 4. Vous prenez votre grille, vous regardez, OK, l'item 4, c'est ça. Par contre, ce que je vous suggère, c'est que ce que j'ai réalisé, même si vous aviez 1 semaine, puis le test que je vous ai demandé était facile dans l'examen pratique, c'était qu'il fallait mettre les mains sur les hanches puis garder la position. Ce que j'ai vu, c'est que plusieurs d'entre vous n'avaient même pas regardé la vidéo parce que j'ai eu des personnes qui ont fait mettre les bras le long du corps. Donc, moi, ce que ça m'a dit quand j'ai vu ça, les bras le long du corps, j'ai dit, ils n'ont même pas revisé la façon de le faire alors qu'il y avait 1 semaine pour le reviser. Alors, ça m'a dit, ils n'ont même pas regardé le vidéo du mini-best test. Moi, ce que je veux, si vous voulez vous préparer comme il faut, regardez vos vidéos, relisez les descriptions. Alors, regardez les critères d'arrêt. Est-ce que si, admettons, je rentre des deux côtés, on prend-tu la meilleure des mesures, la moins bonne des mesures? Quelle mesure on prend? Ça, il faut que vous l'ayez lu, là, puis que vous l'ayez relu avant l'examen. Les tests que je peux demander, ça peut être le mini-best test, le TINETI, le Functional Reach, le Time Up and Go. Le Time Up and Go imaginé, ça peut être aussi le Berg. C'est les tests qu'on a fait ensemble en classe. Tout ce que j'ai fait faire avec vous, c'est des choses que je peux vous demander. OK? Si on ne l'a pas fait, il y a bien des chances que je ne vous demanderai pas. OK? Fait que c'est ce que vous devez avoir de proche près de vous. Fait que moi, je vais vous le dire. Puis là, il faut que vous ayez déjà préparé d'avance quel test possible. Si je demande, comme par exemple le mini-best test, l'équilibre, les mains sur les hanches, comme on a fait, si vous mettez les bras le long du corps, vous allez perdre des points, c'est certain. OK?
Fait que ce qui arrive, c'est que vous n'aurez pas besoin nécessairement d'avoir un cobaye pour l'examen pratique. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez me décrire votre positionnement. OK? Vous allez dire, moi, je me positionne de telle façon, de telle façon, puis vous allez me dire, moi, je vais dire, OK, je suis le patient. Comment vous me dites les choses? Là, vous allez me dire, bonjour, je m'appelle un tel, étudiant TRP, est-ce que vous acceptez? Je veux faire un test dans le but, par exemple, d'évaluer votre équilibre. Donc, on va faire tel item. La façon que je veux que je vous placez, là, vous allez me démontrer comment que vous allez demander au patient de le placer. Puis ensuite, vous allez me dire où vous allez vous placer par rapport au patient. Là, j'ai enlevé des points dans l'examen pratique. Justement, ça me ramène à un point. Je ne sais pas si vous avez regardé les vidéos du mini-best test, mais on ne met jamais une personne qui est à risque de chute dans le coin d'un mur. Il y en a plusieurs qui ont fait ça. La personne, on la met dans un espace pour qu'on soit capable de garantir les chutes. On peut le faire avec quelqu'un qui est en ortho régulier, qui a un mal à la cheville, qui a une entorse de cheville, la mettre dans un coin d'un mur pour qu'elle se rattrape. Mais quelqu'un qui a un trouble neuro avec un AVC, avec la possibilité qu'il soit pas capable de se rattraper avec son bras, il va juste tomber contre le mur. Quelqu'un qui a le Parkinson puis qui a la rétropulsion risque juste de se cogner la tête contre le mur. Donc, il faut la mettre, les personnes âgées, on ne peut pas dire on va les mettre dans le coin d'un mur pour les sécuriser. Il faut les mettre dans un espace où ils ont de la place pour que nous, on les rattrape. Puis, il faut que vous soyez proches. Si vous êtes à 1 mètre devant, vous n'êtes pas proche. Il faut que vous soyez proche et du côté faible. Ça, c'est bien important. J'en ai beaucoup qui ont perdu des points à ce niveau-là. Puis dans le coin d'un mur, je ne l'ai pas trop enlevé. J'ai été smart parce qu'on n'en avait pas assez discuté. Je n'ai pas enlevé de points pour ça. J'ai enlevé des points si vous n'étiez pas du bon côté. Mais dans le coin d'un mur, ce n'est pas une bonne façon de procéder. À la limite, si vous avez peur qu'il chute, vous pouvez mettre une chaise en arrière pour qu'il tombe assis dans sa chaise. Ça, c'est une belle façon de travailler. Comme quand on marche, des fois, on peut le faire suivre avec un fauteuil roulant. Mais on ne mettra pas une personne âgée dans un coin. Surtout quand ils ont des troubles neuro, quand ils ont des troubles cognitifs, quand ils ont des troubles de Parkinson, ils n'ont pas le réflexe, autant que quelqu'un qui n'a pas de trouble de cognitif, de se rattraper au niveau des murs. Donc, quand on veut sécuriser, il faut s'assurer d'être proche, à la limite d'avoir une ceinture. C'est ce que je veux valider au niveau de la sécurité de votre environnement en gériatrie. Donc, c'est ce que je veux que vous me décriviez comme positionnement. Ensuite, l'autre chose, oui? Bien, juste savoir, dans le fond, parce que là, dans le fond, tu dis de jamais le mettre. Parce que nous, dans notre cours de rééducation fonctionnelle, la dernière session, ben, notre prof nous avait dit de toujours les mettre dans un coin d'un mur pour que ça soit plus sécuritaire. Oui, mais quand j'ai vu toutes vos réponses, je me suis dit, d'après moi, ils ont eu ça comme consigne parce que vous êtes plusieurs à avoir fait ça. C'est pour ça que je n'ai pas enlevé de points. Je dirais que la clientèle ortho, il n'y a pas de problème. Ortho régulière, mais je n'irais pas avec une clientèle neuro-gériatrique. OK. Fait que, même les personnes âgées qui n'ont pas de problèmes cognitifs ou des trucs comme ça, on les met jamais dans le coin d'un mur. Bien, s'ils n'ont pas de troubles cognitifs, c'est quand même pas si mal. Quelqu'un qui est une personne âgée qui est en pleine forme, il n'y a pas de problème. Là. Par contre, c'est rarement ça que vous allez voir en gériatrie, là, de le mettre dans un coin de mur. Là. On ne le verra pas. OK. Mais je sais, c'est pour ça que je n'ai pas enlevé de points à personne pour le coin de mur. J'ai enlevé de points sur le bord parce que je me suis dit, s'il y a autant de monde qui m'ont parlé du coin de mur, c'est qu'ils l'ont réellement entendu dans un autre cours. Donc, je n'ai pas pénalisé personne, mais en gériatrie, il y a des nuances. Puis ça fait partie des nuances de gériatrie, en fait. Parce qu'en gériatrie, je dirais, si on travaille particulièrement avec une clientèle confuse, là, le mur, ils n'auront même pas le réflexe de penser à s'accoter dessus, ils vont juste se péter la tête dessus. Là. Fait qu'on va y aller plus dans un espace dégagé où ils n'ont pas de chance de s'accrocher. OK? Fait que c'est une nuance importante à faire versus la clientèle ortho régulière puis gériatrie. Mais moi-même, en clinique, c'est rare que je vais placer les gens dans un coin de mur parce que je trouve que j'ai pas d'espace pour les rattraper, les positionner. J'aime mieux mettre une chaise en arrière puis qu'ils tombent assis sur la chaise. Comme ça, s'ils tombent par l'arrière, ils tombent assis. Puis moi, si je suis vers le côté, vers l'avant, c'est facile de les repousser vers la chaise. Fait que, mais ça peut être débattable, là, mais en gériatrie, non. On ne mettra pas dans un coin. Parce qu'après ça, tu vas te ramasser pour ramasser la personne dans le coin puis tu n'auras plus d'attache. Là, il va falloir que tu appelles quelqu'un pour le lève-personne, ça va se lever à 2, c'est super. OK. En tout cas, bref, fait que c'est un peu pour les mesures de précaution à ce niveau-là, au niveau des chutes pour la gériatrie, c'était une précision, puis ça me fait revenir sur l'autre chose. L'autre chose que vous allez avoir dans l'examen pratique final, ça va être de démontrer un exercice. Mais ça, vous allez pouvoir le préparer. OK? Ça, vous allez pouvoir le préparer. La seule chose que vous ne saurez pas d'avance, c'est quel test je vais vous demander puis quel item je vais vous demander. Mais l'examen pratique, vous allez l'avoir la veille. Je me suis dit que si tout le monde a 24 heures, peu importe l'heure de votre examen, le 24 heures, ça vous donne en masse le temps de préparer un exercice. Puis là, vous allez me démontrer comment vous le feriez avec les paramètres. OK? Fait que c'est les deux choses qu'on va faire quand on va se voir sur Zoom puis que moi, je vais noter. Donc, c'est là-dessus que je vais évaluer la grille. Par la suite, le reste des points, vous allez les obtenir parce que vous allez m'envoyer dans l'heure qui suit.
OK? Fait que vous pouvez commencer à le préparer d'avance, vos affaires. Comme ça va être moins stressant pour vous. Mais quand on le faisait en vrai, là, moi, je donnais 15 minutes aux étudiants pour le faire. Là, je vous donne 1 heure. Puis l'histoire de cas, vous aviez 10 minutes pour la préparer avant si on le faisait en vrai. Là, je vous donne 24 heures. Donc, je vous donne réellement plus que ce que vous auriez si vous étiez en vrai. Là. Fait que, parce que c'est le même examen pratique, c'est le même genre d'examen pratique que j'ai fait aux étudiants l'an passé. Vous avez exactement la même chose. La seule différence, c'est que je vous donne quand même une chance en vous donnant 24 heures pour le préparer, puis 1 heure pour me remettre la suite au lieu de 10 minutes. OK? Parce qu'un SOPI en clinique, là, ça ne devrait pas prendre plus que... Tu sais, en début de pratique, là, parce qu'on est plus lent, là, ça prend 10 minutes max. Éventuellement, vous êtes quand même en 2e année, vous n'êtes pas en première année. Vous commencez dans le cours, ce n'est pas votre premier SOPI que je vous demande, je vous en ai demandé pas mal. Donc, vous commencez à être plus habitué à ce niveau-là. Donc, en théorie, je pense qu'en 1 heure, vous devrez être capable de répondre facilement à toutes les questions. Puis, comme je vous dis, parce que moi, je vais regarder après ça l'heure de reçu. Si je ne l'ai pas reçu à ce moment-là, bien, tous les points qui ont rapport au SOPI, les points qui ont rapport aux contre-indications précautions, puis à la réponse à la question, vous aurez automatiquement 0, puis ça ne sera que votre examen pratique. Donc, ça peut dire un échec. OK? Parce que ça vaut quand même pas mal de points tout le reste. Donc, si vous ne me remettez pas vos choses. L'autre chose, c'est que je vais vous demander, admettons que pour X raison, Word plante. OK? Ça ne marche pas, bien, écrivez-moi sur Mio. OK? Envoyez-moi un courriel Mio avec la réponse aux questions. OK? Je ne veux pas de photos. J'aimerais vraiment mieux que ça soit écrit en version Word, PDF, parce que c'est difficile pour moi, les photos. Là, je suis toujours en train... Puis des fois, c'est pas, je pourrais rater un bout de texte à cause que la photo a été mal prise, un reflet ou des choses. Fait que je veux vraiment que ça soit remis en format Word ou, si vous êtes mal pris, comme je vous dis, vous m'écrivez un Mio avec les réponses aux questions, puis ça peut faire aussi, là. OK? Ça ne me dérange pas. Si, admettons, votre PDF, votre Word ne fonctionne pas, c'est vraiment important que j'aie une réponse. Ça peut être par Mio. Okay? Inquiétez-vous pas si je ne vous donne pas tout de suite de confirmation de la réception parce que dans le fond, moi, je vais être de 10h à 3h en examen constamment avec quelqu'un. Donc, je ne pourrai pas répondre immédiatement, mais je vais valider les heures de reçu, puis à la fin de la journée, je vais vous envoyer la confirmation de la réception. OK? Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur l'examen pratique? Après ça, je vais regarder la grille avec vous, puis je vais regarder un examen formatif. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions là-dessus? Moi, je n'ai pas de questions, mais il y a des affaires décrites dans la cage, dans l'affaire de chat. Ah, OK. Il écrit que Marianne Jutra a besoin d'une autorisation pour entrer. Ah oui, bon, je vais l'admettre encore. En fait, ouais, je ne les vois pas toutes passer. Partez pas puis revenez pas parce que des fois, je ne vois pas ma liste d'attente. Quand essayez de rester connecté, ça va être plus simple. Est-ce que c'est 1 heure suite à ton heure d'examen? Oui, exact. Donc, si ton examen pratique est à 10 h, ben, tu as jusqu'à 11 h. Si ton examen pratique est à 11h40, tu as jusqu'à 12h40 pour m'envoyer le document. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez les écrire dans le chat, là, je vais regarder. OK. Aussi, je vais enregistrer le cours d'aujourd'hui. Donc, s'il y en a qui disent, il me semble que tu as dit ça dans le cours, je ne suis plus certaine, bien, je vais l'enregistrer puis je vais le mettre sur YouTube aussi. OK? Maintenant, je vais juste partager l'écran avec vous parce que je veux vous montrer. On va aller voir la grille de correction au niveau de l'examen pratique. OK? Ça sera pas long. J'ai quelqu'un sur moi. J'ai pas Gus, je suis en haut, puis il n'a pas le droit de monter. OK, on va juste regarder la grille de correction. Donc, si on regarde, l'examen, le voyez-vous? Les grilles?
Oui, on le voit. OK, oui, excellent. Donc là, la préparation du matériel, en fait, c'est l'explication sur comment vous prépariez. Ça, c'est moi qui vais le faire avec vous. Comment, où vous vous placiez, quelle façon vous le ferez. Quand vous expliquez la modalité, comment vous la feriez. Puis les informations que vous donneriez aux patients. C'est ici que j'avais enlevé beaucoup de points là, par rapport aux contre-indications, précautions où vous vous placiez. Non, excusez, c'est ici que j'ai enlevé des points si vous n'êtes pas à la bonne place. OK? Ça, on fait ça ensemble, ça vaut 15 points. OK? Ensuite, l'exercice, c'est ici qu'on va y aller. Fait que vous allez devoir me dire comment vous prépariez votre exercice, comment vous le feriez, en respectant les capacités du patient. Donc, si c'est un patient qu'il n'a jamais été levé, puis vous me faites faire un exercice qui est vraiment trop dur pour ses capacités, bien, à ce moment-là, c'est là que ça va être problématique. Comment vous l'expliquez, comment vous l'appliquez, comment vous expliquez aux patients. Donc, c'est encore la même chose, c'est me donner des détails. Si je vois que vous n'en donnez pas assez, je vais vous poser des questions. OK? Fait que ça aide au niveau Zoom, c'est que si je vois que vous n'avez pas assez de détails, moi, je vais vous en poser. Ensuite, c'est là, c'est le document que vous allez m'envoyer. Dans le fond, ce que vous allez faire, c'est que les contre-indications, précautions, les réponses à la question sur l'histoire de cas, parce que vous allez avoir une question plus spécifique, le choix de l'exercice puis la rédaction du SOPI. Ça, c'est des choses que je vais regarder dans votre document. OK? Donc, ce qui veut dire que c'est un 20 points là. Donc, si vous ne me le remettez pas, je vous enlève automatiquement 20 points de votre 50 points d'évaluation. OK? Puis ensuite, pour l'attitude, bien ça, c'est quand même assez facile sur Zoom, là, dans le sens que arrivez-moi pas avec, en étant impoli avec moi, globalement, parce que c'est moi qui vais être le patient. Là. Soyez poli avec moi, essayez de voir pour comme si j'étais un patient, simuler un peu quand que je vais dire, bien, comment vous l'expliqueriez? Bien, c'est plus là que je regarde ça. Donc, ça, c'est quand même assez facile à obtenir en distance, OK? Donc, ça, c'est pour la grille. Donc, si on regarde un peu l'examen au niveau formatif, cours de révision. OK. Fait que je vous avais envoyé, je l'ai mis sur, pour vous donner une idée, une histoire de cas formative, en fait. Donc, si vous regardez, bon, ici, bon, sur les entrées, ça va. Vous allez avoir ça qui va être apparu. L'histoire de cas, c'est 24 heures avant. Vous avez 10 minutes pour l'examen pratique avec moi. La réduction du SOPI, la réponse aux questions 1 et 2, à m'envoyer sur Mio 1 heure suivant l'heure de l'examen. Je vous demande de ne pas envoyer de photos ou de documents à la main, de vraiment un document Word ou PDF. Puis là, j'ai rajouté, si vous êtes mal pris, envoyez-moi-le sur Mio. Répondez-moi dans un Mio. Là. Ça, un Mio, vous pouvez avoir accès avec ça, avec vos cellulaires. Vous pouvez avoir accès à Mio sur plein de plateformes. Si pour X raison, vous avez une plateforme qui bug, écrivez-moi là au moins sur Mio. Là. Ça ne sera pas un problème. Vous avez le droit à vos documents, même, c'est recommandé. Je veux que vous ayez toutes vos grilles. Là. Le livre de Manon Pilon, c'est la référence. Vous avez toutes les grilles là-dedans. Il y a peut-être le Tinetti que vous n'avez pas, mais vous les avez toutes dans les A. Donc, je veux soit que vous les ayez imprimés à côté pour que vous ayez des références et que vous les ayez révisées avant. OK? Ensuite, si je donne un exemple d'histoire de coque, donc Mme Gervais qui a subi une chute il y a 2 semaines, des douleurs à l'ange gauche, vu son médecin, examen normal, pas de fracture, contusion. Bon, elle est inquiète pour son risque de chute, puis là, on veut l'évaluer pour des tests d'équilibre. Encore là, c'est le même genre d'histoire de cas, je détaille un petit peu les choses. Même chose que la dernière fois, les 3 contre-indications, précautions. Ça, je dirais que ça a été super bien. Il faut vraiment que ça soit applicable à l'histoire de cas. C'est bien important. Puis là, c'est là que j'ai une question supplémentaire qui peut être en lien avec la pathologie. Dans ce cas-ci, c'est ce que j'ai demandé, c'est à domicile, évaluer les risques en lien avec le risque de chute. Ça peut être une question par rapport à la pathologie, mais ça, vous allez avoir 24 heures pour y penser puis y répondre à ces 2 questions-là. Moi, ce que je vous suggère, c'est qu'avant le 24 heures, là, avant la journée de l'examen, pour ne pas être stressé dans l'heure qui suit, répondez déjà à l'avance à ces questions-là, ça va être déjà prêt. Parce que moi, ceux-là, je ne vous les demanderai pas verbalement, je vais vous les corriger par la suite. Ensuite, là, ce que je vais vous demander, c'est, lors de la séance ouvre, je vais choisir le test et vous ne saurez pas à l'avance avant la rencontre Zoom, c'est quoi? Fait que il faut que vous ayez en main tous vos tests. Comme par exemple, celle-là, je pourrais demander la stratégie 4. Admettons, ce que je dirais, c'est que si j'étais la patiente, j'arriverais, je dis, bon, ben là, moi, je vais vous demander comment vous me l'expliquerez. Bonjour, je m'appelle Marie-Hélène Paquin, je suis physiothérapeute, je m'en viens évaluer votre équilibre. Donc, on va utiliser un test pour évaluer votre équilibre. Donc, ce que je vais vous demander, c'est de vous tenir debout
moi, je vais me mettre devant vous et je vais mettre ma main au niveau de votre sternum. OK? Est-ce que vous êtes en accord avec ça? Oui? OK, excellent. Maintenant, moi, c'est moi qui vais vous poser la question. Où vous placeriez pour l'examen? Ah ben moi, je me placerais parce que là, cette dame-là, on va revoir où elle a-tu mal à quelque part, elle a mal à gauche. OK? Donc, moi, je vais me placer du côté gauche de vous, madame. Je vais être de côté de biais. Mon positionnement de la main va être sur le sternum et surtout celui-là, je vais laisser de l'espace pour qu'elle puisse faire un pas vers l'avant. Donc, je ne me placerai pas direct devant. Je vais lui laisser de l'espace pour qu'elle fasse un pas vers l'avant. La dame va devoir appuyer tout son poids vers moi jusqu'à ce que son centre de gravité soit vers l'avant et que si je retire ma main, elle soit obligée de faire un pas. C'est ce que je veux entendre si je vous demandais celui-là. Vous saurez que je ne vous demanderai pas lui, parce que je viens de le mettre. Mais c'est le genre de démo que je voudrais voir. OK? Je vais mettre ma main va être positionnée là. Puis là, je dis, OK, si vous le faites, OK, je dis maintenant, positionnez-vous. Je retire ma main. OK, c'est bon. La dame, elle a fait. Puis moi, je vais vous dire, bon, là, je vais vous donner les réponses. Parce que là, au lieu de comme l'autre, je vous avais écrit dans le bas les réponses, je vais dire, bon, la dame a fait 2 pas. Tu la cotes combien? Si elle fait 2 pas, ben dans ce cas-là, on la cote 1. On ne la cote pas 2 ni 0, on la cote 1. OK? Donc, c'est là, ça aussi, c'est moi, ça va me permettre d'évaluer votre interprétation du test. Est-ce que vous avez bien compris comment coter? Donc là, à ce moment-là, je dirais de la cote 1. Là, après ça, je vais dire le résultat total du test de la dame, c'est 25 sur 28. Parce que vous n'aurez pas tout. Chaque étudiant n'a pas le même test, pas la même affaire. J'ai plusieurs histoires. J'ai une histoire, mais j'ai plusieurs différents tests. Fait que vous ne ferez pas toute la même affaire. Fait que là, je vais dire, OK, le résultat de ta dame est 25 sur 28. Puis elle dit qu'elle est fatiguée à la fin du test, puis elle a de la douleur à 2 sur 10, puis vous avez observé des signes d'essoufflement. Fait que ça, vous allez devoir avoir un papier crayon, noter ça, parce que c'est ce qui va vous permettre de rédiger votre SOPI. Donc, moi, je vais vous donner les éléments à écrire dans le SOPI. Ensuite, la question 4, effectuer une intervention, comme là, exercice d'équilibre et proprioception en position debout. Là, vous allez inscrire vos paramètres là, puis vous allez me dire aussi. Vous allez dire, OK, bon, là, avec cette dame-là, je fais par exemple l'exercice en équilibre unipodal. Donc, je me placerai de ce côté-là de la dame pour protéger sa hanche gauche. Puis là, on essaierait de tenir 10 secondes 10 fois. Par exemple, cette dame-là, si vous m'auriez dit, je vais la faire sauter sur place 10 fois, j'aurais dit peut-être que c'est pas une bonne idée avec quelqu'un qui a un problème de hanche. OK? Fait qu'il faut que votre histoire de cas, votre exercice soit en lien. Donc, avec des paramètres qui ont de l'allure. Je pense que depuis le début, vous avez vu que je suis pas mal têteuse dans les paramètres. Donc, ça va être important de bien préciser vos paramètres. Puis là, ce qui est important, c'est qu'après ça, vous écrivez vos paramètres, puis vous allez me dire, moi, je le ferai comme ça, de telle façon. Puis là, moi, je vais dire, OK, la dame, elle a bien réussi l'exercice. Elle a eu de la misère à la 3e répétition avec une douleur à la hanche gauche de 2 sur 10. Donc là, ça va vous donner vos choses à écrire pour votre SOPI. OK? Puis ensuite, c'est le SOPI qui va être à rédiger, à m'envoyer dans l'heure qui suit. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Pas de questions? On a combien de temps, dans le fond, à notre histoire de cas? Est-ce que tu l'envoies avec le 24 heures avant? Oui. OK. Ce que vous allez recevoir, c'est le document que je viens de vous montrer. OK. Puis est-ce que le document, il va être écrit justement les réactions de... Non. Non. Fait que c'est avant l'examen que tu vas nous le dire? Pendant l'examen, je vais vous le dire. OK. Fait que nous, on passe en note, puis c'est après qu'on écrit le SOPI. Exact. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Puis le test, on va l'avoir combien de temps d'avance, le temps de se préparer à savoir un peu quoi? Le test, tu ne l'auras pas d'avance. Le test, je vais te le dire le jour même, dans le minute. Fait qu'il faut que tu aies tous tes tests prêts puis que tu maîtrises tous tes tests proches de toi, mais tu as le droit d'avoir toutes tes grilles devant toi. OK, parfait. Parce que je veux que vous prépariez puis je veux que vous révisiez, je veux que vous étudiez vos tests. Parce que même en le sachant d'avance, j'ai réalisé qu'il y en a qui ne l'avaient pas étudié ni révisé. Fait que c'est important, ça vaut 30 %. Je veux que ça soit fait comme il faut. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur l'examen pratique? Oui, moi j'en ai une. Oui. C'est pas ça de... C'est quand qu'on remplit sur Word nos trucs? Bien, tu peux le commencer avant. Tu sais, toutes les premières questions, tu n'as pas de problème à le commencer avant. Mais tout de suite, après ton examen, il faut que tu te prévois du temps pour rédiger ton SOPI puis me l'envoyer parce que le SOPI, tu ne pourras pas le rédiger avant. Parce qu'il va te manquer. Oui, c'est là que tu as 1 heure. OK, c'est bon. OK. Fait que dans le fond, les questions 1, 2, tu peux facilement répondre avant. Les paramètres d'exercice, tu peux facilement répondre avant. Il y a juste le SOPI que tu peux commencer, en fait.
que tu peux commencer, mais que ça va être à finir dans l'heure qui suit. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ça va? Tout le monde est prêt pour l'examen pratique? Tout le monde, ça va? Là, je vous ai... Moi, dans le fond, j'avais une question. Oui? Ben, j'étais pas sûre de bien comprendre. Dans le fond, pour l'examen pratique, le SOPI, est-ce qu'il va falloir qu'on, mettons, écrive chez nous les informations que tu vas nous donner? Oui. Ou ils vont être écrits? OK, parfait, c'est bon. Merci. Ouais. Contrairement au premier SOPI d'examen 1, que là, je vous les avais donnés, OK? OK, c'est ça va être différent. sur une calepin ou quoi que ce soit. Excuse-moi, j'ai mal compris. C'est nous qui est écrit sur un calepin, dans le fond? Oui, exact. Vous pouvez prendre, fait que ça va vous prendre, tu sais, quand vous allez arriver pour vous préparer à l'examen pratique, je veux que vous ayez toutes vos grilles proches de tout ce qu'on a fait en classe. Et ensuite, je veux que vous ayez avec ça un papier crayon pour noter les observations que je vais vous nommer. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres questions? Non, ça va? Maintenant, tant qu'à être dans les évaluations, on va parler de l'examen théorique qui va être la semaine suivante, qui va être c'est le mercredi 13 mai. Je crois, c'est le 13, c'est le mercredi. Ça va être, j'ai mis plus de temps. En fait, ça va être de 10h à midi. OK? Midi et demi. En théorie, ça aurait été 2 heures, mais là, je rajoute 2h30 pour m'assurer que ceux qui ne sont pas à l'aise avec la techno, donc c'est un quart de plus de temps que je rajoute là. C'est 2h30, mais dans mes examens théoriques, là, historiquement, là, puis il n'y a jamais personne qui les finit dans les 2 heures. Là. Personne ne dépasse le temps. En général, les gens les font en 1 heure, 1h30, mes examens. Là, je vous mets 2h30. OK? Fait que je pense que vous allez être plus que OK au niveau du temps. C'est moi qui va superviser l'examen. Advenant qu'il y a un problème, je pourrais agir. Dans le fond, la façon qu'on va faire, ça va être la plateforme via Lara. Vous allez devoir filmer votre environnement avant l'examen pour me montrer que vous n'avez pas de documents, pas de livres, pas de choses. Donc, chaque personne va filmer son environnement. Vous allez être filmé durant toute la durée de l'examen. Donc, vous allez avoir besoin d'avoir vos caméras ouvertes. Donc, c'est un examen qui se fait sans livre. Vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de questions de compréhension, beaucoup plus que de par cœur. Donc, c'est important de bien comprendre la matière. C'est rien de nouveau sur ce qu'on a vu. T'sais, ça va inclure là, les derniers cours sur le programme PIE puis le programme IMP là, que j'ai mis. Il va y avoir des questions là-dessus, c'est certain. Puis là, on va regarder tantôt, j'ai préparé un document de révision de tout ce qu'on a vu, des éléments importants. On va le regarder ensemble. Là. Ça va vous guider un peu sur les questions qu'il pourrait avoir à l'examen puis comment vous préparer. Mais ça va être des questions de compréhension. Il va y avoir des vrais ou faux. Il va y avoir des questions à choix multiples. Puis il va y avoir des textes à écrire, des choses à écrire. OK? Donc, il y a environ une trentaine de questions. Je pense qu'il y a une trentaine de questions à l'examen. Puis ça va être via la plateforme, donc vous allez le faire en ligne. Ça va être vraiment important de le faire à l'heure précise parce que si vous vous déconnectez de cette plateforme-là, c'est comme si vous m'aviez remis votre copie d'examen et vous ne pouvez plus y retourner. Donc, on ne peut pas se connecter et déconnecter de cette plateforme-là. Ça, c'est important que vous le sachiez parce que c'est comme une forme de tricherie qui peut être vue. Là, la personne se déconnecte pour aller chercher ses livres. Là. Donc, faites attention. Quand vous êtes branché sur la plateforme pour remplir l'examen, bien, vous devez rester sur cette plateforme-là. J'ai l'impression que la plupart des profs vont utiliser cette plateforme-là pour les examens finaux. Là. On a eu la nouvelle hier du gouvernement que c'est clair que vous ne retournez pas. Là. Donc, vous n'aurez pas d'évaluation formative pour le théorique parce qu'on a déjà eu 2 examens théoriques, puis c'est le même format que je vais utiliser, avec un peu plus de questions de compréhension. Puis, en fait, ce que je fais aujourd'hui avec vous, c'est qu'avec le PowerPoint que je vais vous montrer, c'est qu'on va poser des questions théoriques, puis on va voir un peu qu'est-ce qu'il y en est. Donc, vous allez avoir quand même 2h30, là, puis je ne suis pas inquiète. Admettons qu'il y a un problème, quelqu'un qui a besoin de plus de temps pour X raison, on va s'ajuster à ce moment-là, mais ça me surprendrait. Si vous êtes préparé, si vous avez étudié vos examens, si vous avez étudié vos choses, ça devrait aller quand même assez rondement et rapidement. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour l'examen théorique? Non, ça va bien pour tout le monde? Mais là, c'est ça, moi, j'étais un peu avant les autres examens finaux. Donc, en théorie, j'ai écrit ce matin avec Julie Bédard, la directrice, puis le responsable des examens. Fait qu'il m'a confirmé que ça serait de 10h à midi et demi notre plage, là, parce qu'on est un petit peu avant. Donc, vous allez avoir fini gériatrie un petit peu avant le rush des examens finaux. OK? Ça va pour tout le monde? Pas de questions? Par rapport à VIA, dans le fond, là, moi, j'ai jamais utilisé ça encore, là.
Mais est-ce qu'il va falloir aller chercher l'examen sur Léa avant? Non. Puis le faire en Word ou vous allez recevoir un mot de passe puis un mot de passe ainsi qu'un paramètre de connexion, puis vous allez aller vous connecter sur la plateforme. C'est ce que j'ai pu comprendre. On l'a reçu, Marie-Hélène, le mot de passe. Hein? On les a déjà reçus. Ah, vous les avez déjà reçus, hein? Parce que vous allez voir tous vos cours sur cette plateforme-là. Mais le tien, es-tu mis? Moi, je t'allais voir, puis le tien n'était pas encore mis. Le mien à moi? Non, il n'est pas mis encore. Je travaille là-dessus aujourd'hui. OK. Oui, ça fait partie des choses parce que j'en avais pas encore fait, moi, d'examen théorique sur Léa, puis j'attendais de voir si on retournait en classe ou non pour les examens. Parce que si on avait retourné en classe pour les examens, je voyais pas le point de faire toute la démarche, puis que là, finalement, on le fasse en classe en vrai. Là. Fait que c'est pour ça que j'attendais de voir. Vu que moi, l'autre examen théorique, je vous avais fait une version un peu plus avec livre ouvert. Je vous ai quand même facilité la vie. Le danger de la première version que j'ai donnée d'examen, c'est qu'il y en a que c'est possible qu'ils aient décidé de ne pas étudier pour le faire vu qu'ils avaient accès au livre. Fait que c'est sûr que là, ça va vous amener pas mal plus d'études pour l'examen final versus que si vous aviez étudié pour vous préparer à l'autre examen. Donc ça, c'est votre décision, votre choix, votre organisation. Fait que c'est sûr que le prochain examen, si vous n'aviez pas étudié d'avance, ben, vous aurez avoir plus d'études à faire dans les 2 prochaines semaines. C'est certain. Fait que c'était un peu, si j'avais fait une version sans livre au premier examen, vous auriez été obligé d'étudier. Donc, à ce moment-là, ça aurait été une bonne partie de votre étude de fait. Mais là, c'est certain que si vous n'avez pas étudié pour l'autre examen, ben, vous allez avoir de la job. Fait que, mais ça, c'est votre choix. OK? Des fois, on essaie de vous rendre la vie plus facile, mais des fois, ça vous rattrape dans le détour si vous avez pris le chemin facile. Fait que c'est ce que je peux voir. Mais je trouve que les études à distance, c'est difficile pour plusieurs, je le remarque. Puis, ça fait sortir ceux qui sont très organisés, puis ça fait sortir aussi ceux qui ne le sont pas. Donc, ceux qui ne sont pas organisés, bien, vous avez tout à apprendre là-dedans, à vous organiser mieux, à vous structurer davantage. Puis à apprendre ça va être l'avenir. Dans votre cas, je pense que votre génération, malheureusement, je ne suis pas sûre que dans vos études, je crois que si vous poursuivez après, ça va toujours continuer avec de plus en plus de choses à distance parce que je pense que les menaces de virus ne sont pas finies. OK? Donc, éventuellement, vous avez tout intérêt à apprendre à vous structurer. Puis je ne sais pas s'il y en a qui ont l'intention de continuer au niveau universitaire, mais je vous suggère de profiter de ce moment-là pour apprendre à vous structurer au niveau des plans de cours. Les plans de cours, c'est la base d'un cours tout le temps. C'est là que vous devez vous référer. Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions, puis en fait, toutes les réponses étaient au niveau du plan de cours. Moi, je me rappelle quand j'étais au cégep, j'écoutais mon plan de cours en me disant c'est un cours facile, je m'en fous, puis je le rangeais, puis je le réutilisais plus jamais parce que je pensais que c'était un outil inutile. Si on poursuit au niveau universitaire, les profs, là, on vous marraine beaucoup, là, on vous dit quoi faire, on vous fait des rappels, on vous guide pas mal. Mais à l'université, quand tu es dans un cours de 120 personnes, là, ils s'en sacent. Que tu aies lu ou non ton plan de cours. Fait qu'ils vont te dire, ben ça va dans ton plan de cours, tu avais juste à le lire si tu n'es pas là. Habituellement, un plan de cours, c'est à ça que ça sert. C'est tous les détails d'un examen, tous les détails, les informations, les choses à étudier sont toujours toutes là. Puis je vous avais envoyé une forme modifiée du COVID. Donc, moi, si j'ai un conseil à vous donner, puis là, on vous aide beaucoup, on vous encadre, puis c'est correct, vous êtes au niveau collégial. Mais s'il y en a qui décident éventuellement, puis dans le futur, fiez-vous sur vos plans de cours pour avoir les réponses à vos questions. Mais moi, ça me fait plaisir de répondre à vos questions. Je ne dis pas que ça me dérange, mais ce que je veux vous dire, c'est que à long terme, si vous poursuivez des études, c'est de cette façon-là que vous allez devoir avoir toute l'information, les réponses à vos questions. Apprenez à l'utiliser. Apprenez à aller le chercher. Ça va vraiment vous aider dans votre futur. Les profs qui sont structurés vont faire des plans de cours structurés, puis même c'est la chose qui est validée en général par les universités, par les collèges. Donc, s'il y a de quoi qui n'est pas écrit dans le plan de cours à ce moment-là, c'est votre outil aussi d'astinage s'il arrive de quoi. Donc, c'est important, c'est un petit truc pour vous dans l'avenir. C'est bon? Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Good. On va regarder le résumé. Excellent. Bon, on va regarder au niveau du cours de révision que j'avais bâti, que vous avez eu. Là, celui-là, vous l'aviez eu sur Léa, hein?
Fait que dans le fond, ce que je veux vous parler un peu, c'est quelque chose qui va être très important au niveau du cours, ça va être d'expliquer l'incidence de chute augmentée chez la personne âgée. Pourquoi les chutes sont augmentées? L'incidence, OK, incidence, c'est le nombre de cas ou de nouveaux cas qui arrivent. OK, ça, c'est une autre question qui a été manquée dans le dossier d'études, là. On peut parler, mais même j'aurais dû dire prévalence, parce que prévalence, c'est le nombre de cas actuels, l'incidence, c'est le nombre de nouveaux cas. Quand on regarde avec le COVID, à chaque jour, on parle de l'incidence du COVID, c'est le nombre de nouveaux cas arrivés ou le nombre de cas. Donc, c'est ça une incidence. Donc, mais pourquoi les personnes âgées chutent davantage? OK? Donc, ça, il faut revenir d'un premier cours. Qu'on a parlé des problématiques chez la personne âgée en général. On parle de sarcopénie, on parle de différentes problématiques au niveau de la personne âgée, comme on parle de la faiblesse musculaire, on parle aussi des troubles cognitifs qui arrivent avec la personne âgée, donc si elle a des troubles cognitifs, plus de difficultés dans la double tâche, on peut parler aussi des différentes, l'environnement, le patron de marche aussi qui est affecté chez la personne âgée, c'est pour ça qu'il chute davantage, il y a une diminution de la longueur de pas, diminution de la vitesse de marche. On peut parler aussi des problématiques de santé, des problématiques cardiovasculaires qui font faire en sorte qu'ils ont des moins bonnes capacités, ça diminue. Fait que faut avoir une bonne idée de l'explication des chutes chez la personne âgée. Ça, c'est bien important de se préparer à ça. C'est bon? Puis là, j'en ai parlé, on peut parler des paramètres de marche. Là, en bas d'1 mètre par seconde, bien important. La cadence de marche qui est plus lente, l'augmentation, ça, c'est quand même assez important là, comme données à savoir. Je vous ai repris des slides que j'ai jugés importants. Puis tout savoir ça, là, je ne sais pas combien de fois j'en ai reparlé, posé des questions. Ça, c'est bien important. J'ai vu que la majorité le maîtrisait quand même pas mal. Donc, ça, c'est important de savoir quand on parle d'explication des facteurs qui augmentent les risques de chute. Ça, c'est bien important aussi. Ça, je vous en avais posé des questions dans l'autre examen. Puis encore là, on les voit, tous les facteurs, pourquoi les gens ont plus de chutes, puis être capable de bien les expliquer, ça, c'est très important. Là, on reparle puis de la genèse des chutes. OK? Dans le fond, ils ont des comportements qui sont inappropriés. Ils n'utilisent pas leur marche, des mauvais souliers. Ils ont des problématiques de santé. Ils ont un environnement qui n'est pas adéquat avec des escaliers. Puis là, ça amène des chutes. Puis là, la conséquence économique, la conséquence des chutes, c'est les fractures de la hanche qui amènent des coûts importants à la société. Donc, quand on parle d'impact à la société, ça fait partie des choses importantes au niveau des chutes. C'est le coût que ça a. Au niveau des chutes, puis les conséquences humaines aussi. Après ça, les gens, ils se retrouvent à perdre l'autonomie. En perdant l'autonomie, ils se retrouvent au lieu d'être à la maison, ils se retrouvent dans une résidence pour personnes âgées. OK? Tu ne veux pas être là en ce moment. La crainte de chuter, ça, on en a parlé. C'est quoi l'impact de la crainte de chuter? Parce que c'est différent. C'est pas parce que tu as chuté que tu as nécessairement une crainte de chuter. Tu peux avoir une crainte de chuter secondaire à juste le fait d'avoir peur. Puis ça affecte les paramètres de marche, même si on n'a pas chuté. Ça a été démontré que les gens qui ont une crainte de chuter, ils ont une variabilité de la marche qui est augmentée. Vous vous rappelez, la variabilité, c'est quand on fait des petits, des grands pas, des petits, des grands pas. Donc, ils sont davantage à risque de chuter. OK? C'est que là, c'est là qu'on le voit, ça a un impact sur la marche, diminution de vitesse de marche, diminution de longueur de cycle de marche, double appui prolongé, variabilité augmentée des paramètres de marche. Donc, c'est toutes des choses qu'il faut connaître et savoir. Puis ça augmente le risque de chute. Fait que même sans avoir chuté, ils sont plus à risque de chuter juste parce qu'ils ont peur. Le questionnaire qu'on utilise pour la crainte de chuter, c'est l'ABC Scale. Celui-là, je ne vous demanderai pas à l'examen pratique, l'ABC Scale, OK? Parce que c'est un questionnaire théorique. Dans le fond, c'est des questions à répondre. Ce n'est pas des modalités à faire. Donc, c'est pas un test à faire, c'est vraiment des questions à répondre. Maintenant, nommer les tests pour évaluer les risques de chute. Il faut que vous les maîtrisiez. Il y a une différence entre un test pour les risques. La plupart des tests ont des normes sur les risques de chute. Ici, on les voit toutes. Ça sera un tableau important à avoir quand vous allez faire votre examen pratique. Ça, je ne vous demanderai jamais ça par cœur, OK, dans l'examen théorique. Ça, je ne vous demanderai pas. À l'examen pratique, ça va être important de l'avoir à côté de vous. Parce que ça, c'est toute la liste de tests que je pourrais vous demander. Si vous voulez préparer vos choses, là, c'est toute la liste de tests que je pourrais vous demander pour l'examen pratique. OK? Donc, c'est ces tests-là qui doivent être prêts, proches de vous pour ça.
OK? C'est bien important. Donc, là, vous allez avoir toutes les normes. Donc, ça va vous permettre d'évaluer après ça dans votre analyse parce qu'on se rappelle dans le SOP, l'analyse, un des items importants que je vous demande, c'est d'évaluer par rapport à votre test, là, de conclure par rapport au risque de chute. C'est ça la question. OK? Parce que si on dit vous êtes là pour évaluer le risque de chute, puis que dans votre analyse, on ne parle pas de risque de chute ou d'analyse par rapport au test, mais là, à ce moment-là, il manque de l'information. Donc, ça, c'est les tests que ça va être important de savoir. Bien, pas, comme je dis, les normes, je ne vous les demanderai jamais par cœur. Moi, je ne les sais pas, les normes. Par cœur, je ne vous les demande pas. Ce que je vais vous demander, c'est vraiment de savoir quels sont les tests. Puis ça a été des tests à mettre dans votre dossier d'études quand j'ai parlé du risque de chute. Là. OK? Fait que c'est ces tests-là que vous devez avoir à préparer près de vous. Puis les tests de fonction des membres inférieurs aussi. Donc, il y a le sit to stand, il y a 1 répétition, 5 répétitions. Il y a le functional sit to stand qui n'est pas dedans. Il faut aussi rajouter le 30 secondes. Puis le step test. Fait que c'est un peu ça. Bon, c'est quoi le rôle du TRP dans la prévention des chutes? Donc, c'est important de savoir c'est pourquoi que le TRP est là dans la prévention des chutes. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire des exercices, on peut éduquer, on peut participer au programme PIE, on peut pratiquer, être au programme IMP aussi, on peut aller travailler au niveau de l'organisation de l'environnement, en CHSLD ou en résidence. Nous, ce qu'on peut faire, c'est appliquer des mesures alternatives. Ça aussi, c'est des choses que vous pouvez faire comme TRP, les mesures alternatives. Ça, c'est un cours important de savoir quelles mesures alternatives, qu'est-ce qu'il y en a. Donc, c'est toutes des choses importantes à savoir. C'est quoi votre rôle? Ici, on le voit, les modifications des facteurs de risque, rééducation de l'équilibre, rééducation de la marche, traitement des problématiques musculo-squelettiques, éducation relevée du sol, éducation pour la crainte de chuter, dépistage des facteurs. Tu sais, quand je parle d'éducatifs à faire, là, c'est tous des éducatifs qui peuvent être en lien de ça. C'est bien important le devoir que je vous ai demandé de bien réfléchir à votre éducatif. On a parlé dans les derniers cours que j'ai mis sur YouTube, le programme PIE puis le programme IMP. Ça, le IMP, c'est quand on va à domicile, puis c'est s'il y a plus que 4 à 5 schistes par année, tandis que le programme PIE, c'est un programme de groupe. OK? C'est bien important de savoir les différences entre le programme PIE et le programme IMP. C'est là que j'en parle. C'est des cours 2 fois semaine pour 10 à 12 sessions pour le programme PIE. Puis au début de chaque cours, là, pas à chaque cours, 1 fois par semaine, là, je l'avais décrit dans le cours, il y a une capsule éducative. Il y en a qui m'ont demandé sur quoi je fais ma capsule éducative. Bien, il y avait plein d'idées dans le PowerPoint. C'est sûr que quand on parle de capsule éducative, il ne faut pas juste dire je vais parler du diabète. OK, mais plus encore, le diabète, qu'est-ce que c'est? Le diabète, ce que ça amène, un diabète de type 2 qui peuvent être liés à l'obésité, qui peuvent être liés à d'autres problèmes de santé, qui font en sorte que ça peut affecter au niveau des nerfs, donc amener une perte de sensibilité. La perte de sensibilité peut faire en sorte qu'on a une moindre sensation au niveau des pieds, donc on a plus de risque de chute. Déjà là, c'est beaucoup plus informé que je vais parler du diabète. OK? Donc, il faut être quand même plus détaillé. Le programme IMP, ça, à ce moment-là, c'est des suivis, puis on y va vraiment, c'est une intervention 12 à 18 mois multidisciplinaire, puis on va vraiment à domicile, puis c'est là qu'on fait une évaluation du domicile. J'en ai parlé un peu dans la vidéo, mais le programme IMP, il y a certaines régions que les TRP sont plus impliqués dedans, puis il va être appelé à modifier. Mais je vous en ai parlé parce qu'en ce moment, il existe encore. Bon, les 4 géants, ça, c'est bien important de les savoir. Si vous ne les savez pas encore, ben là, je ne sais pas quoi vous répondre. Là. Moi, tout le monde les sait, ça, c'est pas un problème. L'importance de la marche chez la personne âgée. C'est pourquoi qu'on évalue la marche chez la personne âgée. La marche, moi, j'ai une faute. La marche chez la personne âgée, c'est bien important parce que c'est un déterminant de la fonction. OK? C'est ce qui développe, c'est un déterminant de l'autonomie chez la personne âgée. Une personne âgée qui est plus apte à marcher, plus apte à se déplacer. Puis la vitesse de marche, c'est important de savoir est-ce que la personne est capable de traverser la rue, est-ce qu'elle est capable d'aller faire ses tâches à l'extérieur de la maison. C'est là l'importance de la marche. La marche nous donne aussi toute une information sur les capacités des membres inférieurs qui sont essentielles au transfert, au déplacement. Donc, c'est bien important pour la personne âgée parce que c'est un marqueur de l'autonomie. Les liens entre la marche et les 4 géants, bien ça, on en a souvent parlé. Si c'est la marche qui est en plein milieu, quelqu'un qui a des troubles cognitifs, bien, ça affecte sa marche, dans le sens qu'il y a des difficultés à la double tâche. On a vu que quelqu'un qui a des troubles cognitifs va avoir des paramètres de marche qui vont être
affectée. On a vu l'incontinence, le lien avec la marche, l'incontinence fonctionnelle. La personne qui est pas capable de se rendre à la salle de bain parce qu'elle n'est pas capable de marcher, bien, elle développe de l'incontinence. Puis on a aussi vu que ceux qui ont de l'incontinence d'urgence ont un risque de chute qui est augmenté parce que quand ils ont des envies pressantes, bien, ça peut affecter leur démarche en se rendant en toilette. Les chutes, bien, toutes les chutes, ils se produisent à la marche. Donc, c'est un problème, la marche, au niveau des chutes. Les atteintes à la fonction motrice, c'est clair que quelqu'un qui a une douleur, qui a une blessure, qui a une diminution, bien, sa marche va être affectée. Donc, ça, c'est vraiment être capable d'expliquer la marche par rapport à chacun des géants, très, très important. Fait que c'est des choses à réfléchir. Les éléments qu'on doit observer à la marche aussi. Qu'est-ce qu'on observe à la marche? La longueur de pas, la largeur de pas, la variabilité de la marche. Puis quand je vous demande, par exemple, nommez-moi un paramètre affecté par les chutes à la marche, mais écrivez-moi pas juste vitesse. On va dire diminution, qualifiez vos paramètres de marche. Diminution de vitesse de marche, augmentation de variabilité de la marche, ça c'est important. Qu'est-ce qui arrive avec la vitesse de la marche? Mais quand on a une diminution de vitesse de marche, on a une diminution de longueur de pas. On a une augmentation des fois de la variabilité qui est en lien avec une augmentation du risque de chute. Fait que ça, c'est important. Là, ici, je parle des tableaux aussi. Je dirais qu'en gros, les seuils critiques, 60 cm, puis en bas de 120 cm, là, pour le risque de chute, c'est important d'avoir une bonne idée du 120 cm, du 60 cm. C'est à peu près un des seuls chiffres que je demande à avoir par cœur. Mais ça, je vous l'avais déjà demandé pour l'examen 1. Oui? Y a-t-il des questions? Ça va? Maintenant, ça, les différents milieux de vie, puis quel type de clientèle pour chacun, puis c'est quoi les objectifs selon les milieux. Ça, c'est de quoi d'important? J'ai remis mon tableau. L'UCDG, l'URFI, l'hôpital de jour, centre de jour, service à domicile, service à la technique. Parce que l'hôpital de jour, le centre de jour, c'est pas la même affaire, là. OK? Il y en a un qui c'est évalué, puis l'autre, c'est le maintien. Il y en a un qui fournit le répit aux proches, puis l'autre, c'est on veut rééduquer en équipe interne, c'est plus des soins individuels, tandis que là, c'est plus des activités de groupe. OK? URFI, on veut redonner le maximum d'autonomie, puis on vise un retour au milieu de vie initial, puis dans l'UCDG, bien là, c'est des personnes qui sont hospitalisées en perte d'autonomie, puis on va essayer d'évaluer si on fait un changement de ressources. Là, de ce temps-ci, dans les médias, on entend beaucoup parler des différents types de milieux pour personnes âgées. On a parlé des CHSLD, ça, c'est les gens qui sont inaptes au niveau des AVQ, AVD, qui sont prêts à prendre soin de leur-même, même pas leurs soins domestiques. On parle aussi beaucoup des ressources intermédiaires. Ça, je vous en ai parlé au début, dans les premiers cours, les ressources intermédiaires. Ça, c'est ceux qui sont pas capables de faire leur cuisine, leur repas, leur ménage, mais sont quand même aptes pour faire leur entretien personnel, se nettoyer, se nourrir. OK? Donc, ils sont capables de faire leurs activités de la vie quotidienne, mais pas leurs activités de la vie domestique. On les met en ressources intermédiaires. Donc, c'est un peu ça qui se produit, c'est les différents types. Puis, il y a les personnes âgées autonomes qui peuvent être en résidence aussi. Donc là, on le voit, tu sais, on en entend, les médias en parlent énormément. En tout cas, de ce temps-ci, si vous n'entendez pas parler de gériatrie dans les médias, vous n'êtes pas sur la même planète que moi, là. On voit les différents milieux, le CHSLD, ces personnes qui ne sont pas autonomes, vie quotidienne, vie domestique. C'est là que c'est dangereux actuellement. C'est des gens qui sont pas capables de se nourrir eux-mêmes. Puis là, ils manquent de ressources. Donc, à ce moment-là, c'est pour ça qu'ils ont des grosses problématiques. Fait que c'est important de savoir la différence entre une ressource intermédiaire, que là, la personne est capable de se nourrir elle-même, mais pas capable de faire sa cuisine, son ménage, son ramassage. OK? Fait que ceux qui sont dans les ressources intermédiaires, bien, à ce moment-là, sont un peu plus capables de survivre au COVID en manque de personnel parce qu'ils sont moins capables de se nourrir. Tandis que ceux qui sont en CHSLD en ce moment sont incapables de se nourrir. Donc, c'est important de savoir un peu la nuance puis de comprendre les différents services offerts chez les personnes âgées. Là, j'enseigne le cours de cette façon-ci cette année, mais j'ai bien l'impression que les ressources pour personnes âgées vont changer dans l'avenir. La sarcopénie, on en a déjà parlé. Est-ce que c'est tout le monde que ça atteint? Non. C'est un pourcentage de la population. Puis c'est 22 à 85. C'est une perte de masse musculaire, une diminution de fonction. J'avais déjà parlé, c'est quoi? S'il y a malnutrition, carence de vitamine D, femmes plus comme. Tu sais, c'est des choses qui sont importantes. Les étapes suivantes, PTG, PTH, ça c'est important. Revisez vos vidéos. Qu'est-ce que ça doit inclure une rencontre PTG, PTH? Très important. Puis pourquoi une PTH est différente d'une ostéosynthèse ou d'un enclouage? Est-ce qu'on peut avoir une nécrose avasculaire sur une ostéosynthèse? Oui, parce qu'on garde la tête fémorale, mais une prothèse de hanche, on ne garde pas la tête fémorale, donc on ne peut pas avoir de nécrose avasculaire. Les mouvements contre-indiqués aussi suite à PTG, PTH, il faut que vous les sachiez.
Si c'est une approche antérieure, c'est l'extension. Si c'est une approche postérieure, c'est la flexion plus que 90. C'est pas vrai que toutes les approches, c'est le même mouvement qui est contre-indiqué, puis il faut savoir lequel qui est le principal contre-indiqué. Très important de connaître, selon le type d'approche, quel mouvement, ça, c'est à savoir par cœur sur le bout de vos doigts. OK? Puis PTH versus ostéosynthèse ou enclouage, aussi, la réadaptation n'est pas la même. Une prothèse de hanche, il faut faire une mise en charge immédiate, tandis que des fois, une ostéosynthèse ou un enclouage, c'est pas tout de suite, parce que là, c'est une fracture de la hanche qui a amené ça. On a une ostéosynthèse ou un enclouage suite à une fracture, donc c'est pas la même réadap. OK? Fait que ça, vous l'avez dans le cours sur le PTG-PTH. Rencontre pré-op, c'est aussi sur le cours PTG-PTH. Vous avez aussi les vidéos qui sont très aidants sur c'est quoi, parce que dans le fond, c'est une rencontre pré-op PTG-PTH. Fait que c'est là que je vous ai remis les 2 vidéos là, qui sont très importantes à revoir pour vous donner une idée des exercices à faire, des choses à faire. Fait que là, ici, on en a parlé, j'en ai reparlé de qu'est-ce qu'on doit faire. Il y a l'éducation des rôles, il y a l'engagement moral, l'éducation de la chirurgie, se préparer, la veille, le déroulement, contrôle de la douleur, les aides techniques, les signes à surveiller. Puis dès le début, on leur montre les exercices respiratoires, circulatoires, mobilité, renforcement, puis à la maison, comment organiser son environnement. Les mouvements contre-indication, comme je vous disais, c'est approche postérieure. Le plus important, c'est flexion plus 90. Puis après ça, c'est le combo de flexion ADD, rotation interne. Puis tandis que si on approche antérieure, bien là, c'est le pont, c'est la bassine au lit, puis c'est l'extension de la hanche. C'est pas la même chose. Si je vous demande approche antérieure, puis vous me dites flexion plus qu'à 90, bien là, vous n'aurez pas compris. Puis latérale, bien, c'est l'abduction, la flexion, la BD, la rotation externe. Fait que si c'est une approche postéro-latérale, on combine les deux. Puis si c'est une approche antéro-latérale, on combine les deux. Puis dans le quotidien, bien, c'est les mouvements les plus principaux parce que je vous dirais pourquoi qu'on dit ceux-là. C'est parce que 90 du temps, c'est une approche postérieure. C'est plus rare une approche antérieure. Donc, on dit souvent ça comme mouvement. Mais si quelqu'un a une approche antérieure, bien, elle aura le droit de faire ces mouvements-là. C'est pas pareil. Les types d'AVC, les signes, les traitements selon les phases, ça, c'est des choses que vous avez toutes dans les cours que vous devez réviser. Hémorragique, ischémique, puis transitoire, qui est un caillot. Puis hémorragique, comme j'avais déjà mentionné, c'est lui qui est le plus grave parce qu'il y a une rupture d'artère. Le vieillissement à la mémoire. OK? Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce que le diabète, les maladies cardiovasculaires, bien, ça affecte la circulation au niveau du cerveau, donc ça a un impact. Donc ça, c'est bien important aussi. Ensuite, les principaux troubles cognitifs, je vous les ai mis, puis il faut être capable de les décrire. Je ne vous demande pas de toutes les connaître. Puis comment on communique avec les personnes, puis comment faire si on n'obtient pas le consentement. Dans le fond, on essaie d'orienter vers la fonction. On dit, OK, au lieu de la personne ne veut pas marcher, bien, voulez-vous, madame, on va aller voir la fenêtre là-bas, on va aller faire une chose. C'est qu'on essaie de changer le discours au lieu de venez-vous faire de l'exercice, parce que pour eux, l'exercice, ça leur dit rien, donc on essaie d'aller vers de la fonction un peu plus. Puis on n'a pas le droit de ne pas respecter un consentement. Donc ça, c'est les principaux types qu'on a parlé. OK? Puis la dépression, puis les troubles du sommeil aussi qui sont très présents. Puis en gros, c'est ceux-là qu'on a parlé le plus, là, ceux avec des étoiles. Puis la maladie d'Alzheimer, on en a parlé pas mal. Donc ça peut être important de revoir un peu qu'est-ce qu'il y en était là-dessus. Les facteurs de risque, les facteurs de protection. Vous n'êtes pas obligé de connaître par cœur les facteurs génétiques, là, le nom du facteur APO, etc. C'est pas important. Là. Mais savoir un peu que plus on est âgé, plus on en a. Ça a l'air que ceux qui ont des études, bien, ils ont moins de risque d'Alzheimer. Les histoires d'arthrite, ça semble aider parce qu'il semble avoir de quoi d'inflammatoire là-dedans. Fait que, il y a plusieurs facteurs. C'est d'avoir une idée. Et le syndrome d'immobilisation, comment l'échelle il y en a-tu qui se rappellent c'est quoi le nom de l'échelle pour les plaies? Vous pouvez dire ou écrire. L'échelle de Braden. Donc, les plaies, où qui sont les plaies principales? Comment qu'on les prévient? Est-ce que les plaies ils apparaissent sur le menton? En théorie, sacrum, talon, ischion, c'est des plaies qu'on voit plus. Donc, c'est des choses à revoir. Puis comment qu'on les prévient? Bien, les changements aux 2 heures, pas aux 4 heures. Ça, je vous avais déjà posé la question, je ne vous la reposerai pas, mais ça peut vous donner. Les manifestations, bien, ça, c'est tous les systèmes. Mais comme je vous l'avais posé à l'examen, je ne veux pas juste avoir le nom des systèmes cardiovasculaires. Bien, qu'est-ce qu'on a? Bien, on a une diminution des capacités cardiovasculaires, une diminution des capacités respiratoires, ralentissement du transit intestinal, constipation, incontinence urinaire, difficultés motrices, plaies cutanées, métaboliques, troubles métaboliques, psychologiques, dépression. Donc, il faut en nommer des exemples. Hein? Oui, y a-t-il quelqu'un que...
Le parc. C'est possible d'aller un peu moins vite. OK, excuse-moi. C'est parce que je revise des choses qu'on a déjà vues en cours. C'est pour ça que je vais rapidement. Fait que dans le fond, ici, c'est important d'aller vraiment, vraiment, vraiment spécifique sur quoi? Tout le temps. T'sais, comme c'est pas même chose les paramètres de marche. Dites-moi pas vitesse, diminution de vitesse, augmentation de vitesse, largeur de pas. Soyez précis. Ça, vous allez le voir quand vous retournez sur le PowerPoint sur celui-là. Vous allez avoir des détails de chacun. OK? Ça va? Le Parkinson. Qu'est-ce que c'est le Parkinson? Puis c'est quoi les signes et symptômes? Je vous avais déjà demandé les 4 principaux. Bradykinésie, tremblement de repos, rigidité, instabilité posturale. Les traitements, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on fait de la rééducation à la marche, rééducation de l'équilibre. Il y a beaucoup de la marche à faire, rééducation posturale, parce qu'on sait que les Parkinsoniens ont une posture arrondie. Donc, ça va être les traitements. Puis nous, nos objectifs, c'est améliorer la qualité de vie, améliorer la fonction. Ça va? Avec le Parkinson, ce que j'en parle, c'est le problème avec la dopamine. Hein? Si on vous demande quelle substance, ça, en fait, c'est tous des slides que vous avez dans vos cours précédents. Là. Ce que j'ai mis comme slide ici, c'est rien de nouveau. Là. Faut savoir que c'est James Parkinson qui l'a décrit. Là. Je ne me demanderai pas en quelle année qui l'a décrit. Là. Ça va être plus, comme je vous dis, c'est du raisonnement du clinique, du fonctionnel. Là. Ensuite, les symptômes, on en a parlé déjà, le tremblement de repos, la kinésie, bradykinésie, rigidité, instabilité posturale. Au début, ça commande juste d'un bord, puis ensuite, on peut en avoir de l'autre. Bon, les objectifs, j'en ai parlé déjà, réadapter l'autonomie, éduquer, prévenir les chutes. T'sais, si je vous demande des exercices de Parkinson, j'en avais déjà demandé, c'est dans ça qu'on va chercher, des rééducations à la marche. Puis il y a beaucoup, un peu plus de dextérité. Allez voir au niveau du Parkinson qu'il faut aller chercher. Puis de renforcement, parce que là, ils sont beaucoup en flexion, donc on va aller chercher l'extension, ramener vraiment vers vers une posture plus droite, les raccourcissements des flécheurs du tronc aussi. OK? Le patron de marche, ça, c'est important aussi d'avoir une idée du patron de marche qui piétine quelques places, puis qu'au début, il y a une diminution du balancement des bras. Ils font des tout petits pas. Puis après ça, des fois, leur pas s'accélère au fur et à mesure. On appelle ça de la festination. Ils n'ont plus de rotation des ceintures scapulaires. Ils ont les pieds réellement plats quand ils avancent. Il y avait un beau vidéo que je vous ai mis sur Léa, donc je vous invite à le regarder. Les demi-tours aussi, ils ont de la misère. Puis quand on arrête, ils font de la rétropulsion. C'est pour ça que la rétropulsion, moi, c'est une des raisons pourquoi j'aime pas mettre les Parkinsoniens dans un coin. Je veux pas qu'ils se cognent la tête. Ça fait un gros mouvement vers l'arrière. Freezing, c'est quand ils arrêtent souvent dans les mouvements, dans la marche d'un transfert, puis c'est si qu'on se tourne des obstacles. Donc, c'est un bon exercice d'aller faire contourner des obstacles à quelqu'un qui a le Parkinson. Bon, fait qu'on veut garder quand on rééduque la marche d'un Parkinsonien, on va encourager une posture droite, regarder devant, imaginer un objet plus loin pour s'aider. À essayer de faire des pas plus grands, aller chercher une démarche plus en mouvement, aller faire chercher des mouvements militaires, balancement des bras, aller chercher plus une poussée d'orteil parce qu'il y a un appui pied plat, puis on veut des pas plus longs. Parce qu'on sait que des pas plus courts, ça augmente le risque de chute. Fait que là, c'est les variantes. Tu sais, je vous en avais demandé un exercice de marche, là. Des exercices de marche dans le dossier d'études, bien ça, c'est le genre d'exercice de marche que vous auriez pu me donner. J'en ai mis une série là-dessus. Là. Donc, pour votre dossier d'études, ça aurait pu être des exemples à utiliser. Les différents types de mesures alternatives, pourquoi les utiliser et comment? C'est sûr que là, pour l'autre examen, j'avais un questionnement sur le positionnement du tapis au niveau du dos, OK? Il peut être mis au niveau des fesses, au niveau du dos. Moi, je vais reviser vos examens. Puis, je vais rajouter un 0.1 pour ceux qui l'ont mis au niveau du dos. En fait, ça donne 0.1 sur 10 en fait, si je mets la modification. J'avais enlevé un point à ceux qui l'avaient mis au niveau du dos. Mais mon point était que si on le met au niveau du dos, la personne va
ça va sonner automatiquement dès que la personne va bouger dans le lit. Fait qu'on voulait plus le mettre au niveau des fesses. Au moment où elle se lève, le tapis va sonner, puis avertir le poste. Fait que, tu sais, quand on dit comment le brancher, bien, est-ce que c'est de quoi qui est connecté à la personne, puis que quand ça sonne, bien, ça avertit tout le monde parce que ça fait un bruit, ou c'est connecté directement au poste, ou l'autre option, c'est qu'on met un petit mot que « rassoyez-vous, monsieur un tel ou madame un tel », tu sais. Fait qu'il y a les 3 façons de le faire. On connecte au poste, on a un son ou un petit mot. J'ai refusé la cordelette pour dormir parce que ça ne marche pas une cordelette. On utilise vraiment les tapis pour quand il est question de sommeil. Mais la cordelette qui est attachée ici en arrière de l'épaule, ça c'est important si, mettons, vous décidez, si je vous pose cette question-là, puis vous décidez de mettre ça, dites, vous la mettez la cordelette que c'est bien derrière l'épaule et pas à une place accessible à la dame pour qu'elle puisse l'enlever. Donc, habituellement, on la met en arrière de l'épaule puis on l'attache à un boîtier qui est sur la fauteuil roulant. Donc, ça, c'est important de mentionner comment vous allez l'attacher si je vous pose les précisions. Si c'est un tapis au niveau des fesses, bien là, à ce moment-là, qui est au niveau des fesses, là, c'est facile. Puis, qu'est-ce que ça va faire quand la personne se lève? Est-ce que vous allez écrire un mot? Est-ce que vous allez... est-ce que ça va crier? Qu'est-ce que ça va faire? Maintenant, j'ai une question. Est-ce que barrer un fauteuil roulant est une mesure de contention? Écrivez-le dans le chat si vous êtes gêné de répondre. Là. Oui, c'est une mesure de contention. Oui, exact. C'est une mesure de contention. Est-ce qu'on peut utiliser des mesures de contention? Non. Non. Donc, ça, c'est important de savoir parce que souvent, on dit quand on fait nos transferts, nos déplacements, c'est important de barrer le fauteuil pour la sécurité de la personne puis de nous parce qu'on ne veut pas que le fauteuil roule quand on déplace la personne. Mais ce qui est important, c'est que quand on a complété notre transfert, notre déplacement, de débarrer le fauteuil pour que la personne puisse se déplacer. Sinon, c'est une mesure de contention et le gouvernement ne permet plus les mesures de contention. Dans le moins des cas extrêmes, il y a des normes par rapport à ça, mais ce n'est pas nous qui les appliquons. OK? Donc, ça, c'est important. Je pense qu'elle en avait parlé, Amélie, dans son cours. Avais-tu parlé du fauteuil roulant et des contentions? Mais j'ai une question. Oui. Si justement la personne est à risque de chute, puis on la déplace, là, ça va, nanana, mais là, que là, on enlève la barrure, puis qu'elle décide de se relever, puis qu'elle tombe, c'est pas mieux? Bien, c'est nous les mesures alternatives. C'est que dès qu'elle va lever les fesses, ça va sonner. Oui, mais le mal va être fait, autrement dit, là, Ben, en théorie, non, parce qu'en théorie, il devrait avoir du monde proche. OK. Il devrait avoir suffisamment de personnel puis du monde proche. Là. Je ne sais pas si actuellement ils barrent les fauteuils, là. Mais tu sais, en théorie, il ne devrait pas être barré. OK. Ouais. Mais par contre, si elle arrive pour être autonome pour se déplacer puis tu es capable, ça fait partie des choses d'autonomie. Si la personne pense à barrer son fauteuil roulant quand elle se lève, ben à ce moment-là, elle n'a pas besoin de mesures alternatives. Si elle est autonome dans ses transferts de déplacement, mais qu'elle utilise un peu le fauteuil roulant, mais elle pense à le barrer quand elle se lève, ben à ce moment-là, elle n'a pas besoin de ça. Mais si la personne a des troubles cognitifs et elle ne pense pas à le barrer quand elle se lève, ben elle aura besoin d'une mesure alternative. Bon, les comportements dans chaque pièce. Ça, je veux que vous revisiez chacun des slides. Là, il y a en cuisine, qu'est-ce qu'on fait attention? Qu'est-ce qu'on fait attention dans la cuisine? On ne veut pas qu'il y ait de tapis, on veut qu'il y ait des escabeaux, on veut, pour aller chercher dans les choses, pour pas que les gens aillent grimper dans les armoires, on ne veut pas qu'il y ait de surface glissante, on peut aller chercher, ça c'est tout écrit dans chacune des slides sur la cuisine, avec la grille REDA, ce qu'on doit regarder. Un mitigeur pour l'eau, pour être sûr de ne pas se brûler. Tu sais, ça, c'est le truc que quand vous mettez les mains, la même chose est valable dans la salle de bain. Salle de bain, ça, on en a parlé beaucoup, d'avoir le téléphone près de soi, de ne pas aller tapis, les barres d'appui. C'est des choses à regarder. La chambre à coucher, bien, on parle souvent d'avoir une chaise proche pour s'échanger au lieu de s'échanger sur le bord du lit, de ne pas avoir de vêtements qui traînent. La hauteur du lit, il faut qu'elle soit adéquate, pas trop haute ni trop basse. Les fils des lampes qui traînent au sol, de s'assurer qu'il n'y ait pas de fil de lampe. D'avoir ses souliers proches quand on arrive pour se lever. Escalier, il ne faut pas qu'il y ait d'encombrement dans les escaliers, il faut qu'il y ait des rampes. La porte, quand vous ouvrez la porte en haut d'un escalier, est-ce qu'elle rouvre du bon bord? Si la personne est obligée de reculer d'un pas, à ce moment-là, ce n'est pas sécuritaire.
On peut voir des tapis antidérapants sur les escaliers ou des marches, des contre-marches d'une couleur différente pour aider. Donc ça, c'est toutes des choses à aller voir. Y avait-tu d'autres questions dans le groupe, là? J'en ai-tu raté une? OK. Super. Fait que je vais juste dire à Marika, rappelle-moi après, tu m'écriras quand tu seras dispo, puis on parlera pour tes examens. Excusez-moi, il y a une étudiante qui part. Fait que... Bon. Excellent. Bon. Les exercices, les paramètres, encore là, vous me connaissez. Le nombre, la position, durée de contraction, série, nombre de fois. Les éducatifs à faire aux personnes âgées, vous avez tous fait un devoir là-dessus, là, ou presque. Il y en a qui ne l'ont pas fait. Fait que ceux qui ne l'ont pas fait, ça sera votre problème. Je ne l'aurai pas corrigé, je ne le corrige plus. Là. Si vous ne me l'avez pas remis, je ne le corrige plus. C'est assez. Mais vous aviez juste à le remettre à temps. Puis ça va vous faire une absence d'attitude. Fait que les éducatifs, c'est à faire aux patients. Quel éducatif on peut avoir, quel sujet on peut. Ça, c'est important. Puis, c'est pas mal ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur la révision, sur les cours, sur le programme IM, sur les autres choses? Moi, j'aurais une question par rapport je trouve que ce que j'ai de parler, les exercices qu'il fallait t'envoyer. Moi, dans le fond, je t'ai envoyé, mais... C'est qui parle, excuse-moi? C'est... Marc-Pierre. Hein? Marc-Pierre. OK, excuse Marc-Pierre, oui. Il n'y a pas de problème. Dans le fond, je veux juste savoir, tu m'avais comme renvoyé un courriel en me disant que c'était des bons exercices, mais j'ai comme pas compris le reste de l'explication, du pourquoi, du comment, là, genre, j'ai comme pas trop compris. Tu m'as dit des bons exercices, mais il y avait comme un mais là-dedans. Écoute, c'est-tu parce que tu avais mis juste 2 lignes à ton éducatif? Ou il te manquait un exercice debout, là? Par cœur, je me rappelle pas, là. OK, mais je sais pas, parce que j'avais comme fait une demi-page, puis dans le fond, j'avais mis un exercice de... Parce que dans le fond, j'ai comme regardé le document, j'ai fait comme un exercice de réchauffement, j'ai fait un exercice de renforcement debout, me semble, un exercice d'équilibre, puis un exercice d'assouplissement, me semble. Ah, c'est parce que tu avais mis 2 exercices debout, puis en fait, j'avais demandé un exercice debout, un assis, puis un couché. Oh! OK, maintenant, il aurait fallu j'en mettre juste un debout et non 2 debout. Là. Exact, c'est en plein ça. Ah, OK, c'est bon. C'est bon. Parfait, merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non? Est-ce que vous avez des questions? Oui? Demain, le dossier de révision, ça va être vraiment les grandes lignes de l'examen qu'on va avoir théorique. Dans le fond, le dossier de révision que je viens de faire, ça, c'est les grandes lignes, mais je vous suggère de tout réviser quand même. Il peut y avoir des choses qui sortent de ça, mais si vous revisez ça, vous préparez à ça, ça va vous donner quand même une bonne idée. Puis ça va vous guider pas mal. Là. OK. Merci. Moi, je me demandais aussi par rapport aux éducatifs, là. Ben, tu sais, moi aussi, dans mon truc que j'avais fait, tu m'avais dit les exercices sont bons, mais j'avais pas assez précisé pour les éducatifs. Mais, tu sais, on n'a comme pas d'exemple, mettons, vraiment de qu'est-ce que tu veux comme éducatif. En fait, je vous en ai parlé un peu là en ce moment. Comme par exemple, si on parle du diabète, on va expliquer un peu c'est quoi le diabète et l'impact que ça a. L'importance de l'exercice, on en a parlé beaucoup dans les premiers cours de pourquoi bouger, pourquoi faire de l'exercice. Puis ça, on l'a vu, ça a un impact sur le système cardiovasculaire. Quand on regarde dans le cours sur le syndrome d'immobilisation puis l'importance de l'exercice, on parle de chacun des systèmes. Sans en parler en détail, on peut rajouter un peu plus d'informations que juste écrire « c'est bon pour vous ». Okay. Dans tout ce que vous avez vu, si on parle par exemple de l'éducatif, de l'importance de l'exercice, dans tout ce que vous avez vu, vous avez suffisamment d'informations dans tous vos cours théoriques pour donner de l'éducation à un patient là-dessus. Si on parle, par exemple, de l'importance de la prévention des chutes dans les sécurités domicile, vous avez toute l'information dans vos cours que je vous ai donné pour comment prévenir, organiser un domicile pour prévenir les chutes. Il faut aller chercher l'information puis la vulgariser pour un patient, tout simplement. Là. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ça va bien. Tout le monde est prêt pour les examens. Fait que je vois tout le monde. Je vais juste valider.
Émilie est toujours avec moi. Oui? J'ai entendu un son, mais je n'ai pas entendu personne parler. OK, c'est bon. Pour l'examen pratique, ça va être important que vous ayez votre caméra allumée, par exemple, parce que il va falloir que je vous voie pour être en mesure d'évaluer la façon qu'on fait l'examen. Puis, je vais activer la salle d'attente un peu comme j'ai fait là. Donc, c'est tout, vous allez tous recevoir la même invitation Zoom. C'est juste que moi, je vais activer la salle d'attente puis je vais permettre à la personne de rentrer quand je vais avoir fini l'examen avec le suivant. Inquiétez-vous pas, je le fais en 10 minutes. J'espère que je ne prendrai pas de retard. Fait que soyez un petit peu d'avance par rapport à votre heure, environ 5 minutes par rapport à votre heure d'examen. Puis, soyez un petit peu indulgent si j'ai un peu de retard. OK? Je vais essayer de ne pas en prendre, là. Ça se peut que j'en aille un peu, fait qu'inquiétez-vous pas si à l'heure précise, je ne vous ai pas ouvert la séance. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Moi, j'avais peut-être une dernière question. Oui? Par rapport à notre examen pratique qu'on a fait le dernier, là, c'est où que tu as mis le corrigé exact? Ben, en fait, tu peux me le demander, puis moi, je vais te l'envoyer. Tu le veux-tu? Parce que c'est ce que je vous avais dit. Demandez-les-moi, puis je vais vous envoyer vos grilles. OK, j'avais vu ça pour le théorique, mais pas pour le pratique. Fait que... Peu importe les examens, si vous voulez avoir vos grilles, ça ne me dérange pas de vous les envoyer. Faites juste la demande, puis je vais vous l'envoyer, votre grille, autant de dossiers d'études que d'examens pratiques. Fait que est-ce que je comprends que tu me fais la demande? Oui, as-tu besoin que je te l'envoie par Mio ou c'est correct? Ah oui, envoie-moi le don par Mio parce que je reçois plein de messages. Mais tu sais, overall, je pense que ceux qui m'ont écrit pour me poser des questions, je suis assez rapide dans la réponse aux questions, là. Fait qu'hésitez pas à m'en poser. Je pense que c'est la meilleure façon de procéder. Par Mio, quand des fois, quand je ne l'ai pas à côté de moi, je ne l'ai pas, mais en général, je réponds dans 24 heures, là. Fait que si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, là. Je suis quand même disponible pour vous. La semaine prochaine, moi, je recommence en clinique. Fait que lundi, mardi, je vais être un peu moins un petit peu moins disponible, mais je vais quand même vous répondre dans le 24 heures. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bon? Fait que tout est sous contrôle pour tout le monde? Excellent. Fait qu'hésitez pas si vous avez des questions, comme je vous dis. S'il y en a qui ont besoin de me parler de vive voix aussi, ça peut me faire plaisir là, de vous répondre là, si vous avez des questions ou des choses qui vous stressent ou qui ne fonctionnent pas, n'hésitez pas. Là. C'est bon? Fait qu'on lâche pas, là. En gériatrie, il vous reste juste 2 semaines, là. Fait que après ça, ça va être un cours de fini, avec un résultat, une note, pas d'incomplet. Fait que vous allez avoir pour dire, gériatrie, c'est fait. C'est bon? Merci, De rien, on lâche pas. Bye, tout le monde. Bonne journée! Bonne journée.